Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Passion et Vertu. Non, pardon, c'est pas celui-là, c'est Un parfum à sentir ou Les Baladins. Ce sera après, Passion et Vertu, de Gustave Flaubert. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup et je poursuis. Nous en étions au chapitre 7. Singulière chose qu'un bal masqué. Ne croyez pas que je vous parle de ceux de l'opéra qui naissaient au mois de janvier et meurent le mardi gras. Des bals de l'opéra où l'on s'ennuie, où je n'ai jamais été parce que, là encore, vous voyez sous le masque la lunette d'or du banquier. Sous la patte du singe, le gant parfumé d'un dandy. Non, mais c'était un bal du peuple, où il va seul, les manches retroussées, où pour 20 sous, il rit toute une nuit dans sa bonne grosse joie. Un bal où l'on s'intrigue plus qu'aux autres, où il est de mauvais goût de se fâcher, et que les directeurs, bravant les préjugés des saisons, livrent au public si le dimanche est beau, et si le pain n'est pas cher. C'est à ces bals-là qu'il y a des danses impudiques, et qui vous feraient rougir. Pauvre fille. Et si vous y alliez, le lendemain, vous ne seriez plus vierge peut-être. Et l'on s'y amuse pourtant, l'on est heureux. Les hommes sans pudeur, les femmes souillées sans honneur. On est heureux sans vertu. Singulier, n'est-ce pas? Vous ne vous êtes pas douté qu'on pût être heureux sans vertu. C'est vrai pourtant, en ce cas, à quoi servent-elles? Vous avez reconnu ces masques? Ce sont nos saltimbanques. Jadis, ils n'avaient pas de pain, et aujourd'hui, ils courent au théâtre. C'est qu'ils ont de l'argent, oui, de l'argent. D'où leur vient-il? D'Isabellada. Ne croyez pas que ce soit aux animaux d'Isambard et à ses grâces, autour de Force de Marguerite, qu'ils doivent leur fortune. Du tout. C'est à cette belle enfant qui saute maintenant une valse hongroise, au milieu du bal, éperdue, enivrée, accablée d'applaudissements, de fleurs et du brouhaha d'une salle entière qui trépigne de joie. Un seul masque reste pensif sur sa banquette. Il est triste. Et les applaudissements de la salle le font pleurer. La grâce d'Isabellada lui est à charge. C'est qu'aussi là, comme autre part, il est venu apporter sous son masque et sa jalousie amère, et sa haine furieuse, et ses peines et ses plaies soignantes, et ses blessures profondes. C'est le domino noir. Quant à Isambard, il dansait lourdement, criait fort, intriguait le premier venu, et puis il allait s'asseoir sur la table de jeu, avec d'autres pierrots, trichait, riait aux éclats, faisait du vacarme, attroupait tout le monde autour de lui, et puis il recommençait. Marguerite, depuis quelque temps, l'avait perdu de vue. Lorsqu'elle se sentit frapper sur l'épaule, elle se retourna. C'était un pierrot avec une tête de bœuf. Elle reconnut notre homme, mais lorsque celui-ci vint à lui dire « Je te connais bien, beau masque », ce n'était plus sa voix, non, bien sûr. Ce n'était pas lui. Qu'en savait-elle après tout? Car il y avait tant d'autres du même costume et cette mode de porter des têtes d'animaux était alors forte en usage. Quant à la voix, elle était déguisée sous le masque. « Je te connais bien, dit le Pierrot. Veux-tu que je te dise ton nom? » Oui. Marguerite la rouge laide. Cette voix grêle et chevrotante, cette figure stupide de bœuf, ouvrant ses larges narines, avec son rire imbécile, fit peur à Marguerite. Elle se tapit dans son coin en tremblant. « Tiens, regarde, continua-t-il. Cette jeune fille sautait là-bas. La reconnais-tu? » Et il montrait Isabellada, et sa large figure riait toujours et sa voix continuait. « Elle est plus jolie que toi? Vois-tu comme son sein palpite avec grâce, avec ses mains, comme ses mains sont blanches, comme son costume lui dessine bien la taille. » Marguerite trépignait d'impatience, elle se mordait les lèvres et commençait à pleurer. Et l'on vit ses larmes couler sur son masque noir et y laisser une trace blanche.
et la tête de bœuf riait toujours, ouvrant ses larges narines, et ses lèvres s'écartaient avec une stupidité qui avait quelque chose de féroce. Il continua avec plus de vitesse. Ce soir, après le bal, quand les lumières seront éteintes, lorsque tu retourneras dans ta tente joindre tes enfants, tu entendras non loin de toi le bruit des baisers d'amour. Oh, grâce! Et le masque riait de plus belle. Il se mit même à agiter ses longues manches autour de la tête de Marguerite et à lui en caresser, les joues. Et cette femme, que tout le monde admire maintenant, sera à un seul homme, à ton mari. Pitié, Isambard, pitié. Tenez, dit-il en riant et en s'adressant au public. En voilà une qui se fâche, parce que je lui dis que son mari en caresse une autre. Il se retourna vers Marguerite et l'amena dans l'embrasure d'une fenêtre. Alors elle ne pouvait pas lui échapper. Il pouvait lui cracher toutes ses injures à la face. Il pouvait lui raconter jusqu'au bout toutes les peines qu'elle avait eues. Lui dire combien elle était laide, lui montrer toute la différence qu'il y avait entre elle et la danseuse, lui peindre jusqu'au dernier détail l'amour de Pedrillo. Il pouvait lui représenter avec chaleur leurs entrelacements, dans le lit nuptial, leurs mots à moitié dits, leurs soupirs entrecoupés. C'est ce qu'il fit. Tu seras éveillé demain, par les éclats de rire d'un enfant. Ce sera le leur. Isambard, que t'ai-je fait? Rien. Mais tu me déplais. Tantôt, quand je te voyais faire tes tours, que j'aurais eu de plaisir à jeter de la boue sur ta robe bleue, à tirer tes cheveux, à meurtrir tes seins, je sais bien que tu n'as jamais rien fait. Tu es peut-être meilleure qu'une autre. Mais enfin, tu me déplais, je te souhaite du mal. C'est un caprice. D'abord, pourquoi pleurer toujours? Avoir un air si sombre, une démarche si déplaisante, une tournure qui me fait bisquer enfin. Et puis toujours geindre et se lamenter. Eh bien, morbleu, pourquoi ne t'en vas-tu pas avec nous? Car nous te nourrissons, et ce n'est jamais pour toi que nous recevons de l'argent. Tes enfants, dis-tu? Eh bien, le bureau les ramassera bien. Moi, à ta place, je ferai la vie au moins. Ah non, t'es trop laide. Oh, mais quand je vois tes yeux de chat à travers ton masque, quelle figure qui me déplaît. Il quitta son air en colère et partit en riant aux éclats. Isabellada, épuisée, demanda à Pedrillo à s'en aller. Et en quittant le bal, elle s'appuya sur son bras langoureusement, laissa voir sa gorge décolletée et son dos couvert d'une sueur odoriférante. On l'applaudit encore. Chapitre 8. Pedrillo, en effet, laissa seule Marguerite et alla du côté de la ménagerie. Isambard les laissa tranquilles. Se coucha vite et ne se réveilla que le lendemain à 1 heure d'après-midi. Le domino noir ôta son masque, qui l'étouffait, et resta le coude appuyé sur la table, regardant brûler la chandelle et enfoncé dans les souvenirs du bal. Les paroles d'Isambard lui revenaient à l'esprit. Elle entendait son rire éclatant, perçant à travers son masque. C'était le souvenir de la danse d'Isabellada, qui lui faisait mal. Tous ses applaudissements pour une autre, tous ses dédains pour elle, l'amour de Pedrillo pour son enfant. Et la tête de bœuf lui revenait encore dans l'esprit, avec ses narines ouvertes et son rire féroce. Son expression stupide l'effrayait encore. Je ne sais si vous avez comme moi étudié tous ces visages grotesques, mais il y en a quelques-uns dont l'auteur doit être bien athée et bien misanthrope, pour réunir sur le même carton la ressemblance de la brute avec l'homme. La haine sans cause d'Isambard lui avait fait une singulière impression. Sa haine avait pour motif qu'elle marchait mal, que ses cheveux étaient rouges et qu'elle aimait ses enfants. Ce remède ignoble à ces mots qu'il lui avait proposé, cette insulte outrageante de lui avoir fait sentir qu'on la nourrissait par pitié, qu'elle leur était à charge, tout cela la faisait souffrir. Elle qui aimait tant son Pedrillo. Elle qui n'avait demandé au ciel qu'une vie d'amour, qu'un mari qui l'aimât, qui comprit toutes ses tendres affections et qui sentit toute la poésie qu'il y avait dans son cœur de baladine, de femme honnie, méprisée de la société.
Ah, se disait-elle en elle-même, lorsqu'elle voyait passer en chapeau une femme honnête, pourquoi ne suis-je point comme elle? Et alors l'envie lui prenait au cœur. Quand elle voyait danser Isabellada, elle demandait au ciel pourquoi la nature ne l'avait point faite ainsi, et elle haïssait la maîtresse de son mari. Oh, dans ces moments-là, quand elle avait froid, quand elle voyait Pedrio vivre heureux et content, alors elle était méchante et ne croyait plus en Dieu. Encore, elle se serait passée d'argent. Elle demanda de l'amour à la société. On lui rit à la face. De l'humanité. On lui montra le chemin de l'hôpital, de la pitié. C'est une baladine. Ah, de la pitié à une baladine, à une voleuse d'enfants, à une coureuse des rues. Eh bien, cette société qui n'avait voulu lui donner ni pain, ni amour, ni pitié, elle voua la haine et la jalousie. À Dieu qu'elle avait imploré tant de fois, les genoux sur le pavé, les larmes aux yeux, à Dieu qui n'écouta pas ses prières, elle donna l'impiété, à la nature qui l'avait maltraitée, le mépris. Aussi, quand elle voyait des gens riches, heureux, estimés, dont on prenait soin, elle leur souhaitait les calamités les plus grandes. Elle riait des prières des pauvres, de leurs vœux, de leurs reliques. Et en passant, elle crachait sur le seuil des églises, quand elle voyait une femme gracieuse, au doux sourire, aux yeux tendres et langoureux, aux cheveux de jais, au cou d'albâtre. Elle se moquait de la foule qui l'admirait. Elle disait « Qu'aurait-il fallu pour qu'elle fût comme moi ?» Des cheveux d'une autre couleur, des yeux plus petits, une taille moins bien faite, et elle serait comme Marguerite. Si son mari ne l'avait point aimée, l'avait méprisée, l'avait battue, elle serait laide, méprisée, comme Marguerite. C'est dans ces pensées-là qu'elle était alors. Puis peu à peu, elle s'assoupit. Elle dormait, le coude appuyé sur la table, la joue dans la main, et la chandelle brûlait. Brûlait toujours. Chapitre 9. Le lendemain, elle fut réveillée par la voix d'Ernesto, qui se disputait avec Isabellada. Elle se mit à les écouter. « Pourquoi me l'avez-vous prise? N'était-ce pas à moi? Je veux la revoir. » Marguerite s'habilla à la hâte, se cacha derrière la voiture aux animaux, et les regarda sans rien dire. Elle vit la sœur d'Isambard qui tenait la couverture d'un de ses enfants et qui ne voulait pas la lui rendre. Elle avait déjà bien d'autres motifs pour haïr cette femme, sans que celui-ci vînt s'y joindre. Encore, elle ne put supporter plus longtemps cette vue. Elle sauta en un seul bond sur elle, lui arracha la couchette. « Encore, toujours toi, Isabellada !» Elle prononça ce mot de la manière la plus dure qui lui était possible, car son harmonie lui déplaisait. « N'est-ce point assez ?» continua-t-elle avec cette verve et chaleur. « N'est-ce point assez que tu viennes chez nous t'y établir, y dominer, y faire la souveraine, que tu prennes mon mari, que tu me l'enlèves tous les jours de ma couche pour le porter dans la tienne? N'est-ce pas assez, fille de Satan, de nous insulter en public par ta beauté que tu prostitues à l'admiration du premier venu? Dis, réponds, n'est-ce pas assez? L'infamie et l'outrage ne sont-ils pas portés assez haut, sans que tu viennes encore arracher les linges qui cachent le sang de nos plaies? Il retomberait sur toi ce sang, prends-y garde. Les belles filles, les jolies, à qui tout le monde jette des fleurs, des louanges, de l'argent. Vous nous donnez en échange le mépris, la honte et la misère. Tiens, Pedrio, regarde si je n'ai pas raison. Qu'y a-t-il, Isabellada? Son enfant a voulu prendre la couverture du mien, et Marguerite soutient que c'est à elle. Marguerite, qu'as-tu à dire? Elle ment, Pedrio. Ne l'écoute pas. C'est toi, Marguerite. Et il la repoussa durement dans la tente. Et elle s'arracha les cheveux, déchira ses habits, se roula par terre, se mit le visage en sang. Elle se releva. Il faut donc boire l'amertume jusqu'à la lie. Eh bien oui. Encore, encore, Isabellada danse mieux s'il est possible. Pedrio aime-la plus encore. Et moi, je vous haïrai davantage. Tout à coup, elle se jeta aux genoux de Pedrio, qui entrait dans la tente au même moment. Que viens-tu faire ici? Prendre de l'argent? Pour qui? Pour elle? Ah oui, elle.
Elle, toujours. Ah, Pedrio, tu l'aimes donc bien? Oui. Grâce. Oh, ne m'accable plus de sa présence, de son nom, de sa beauté. Je t'en prie, aime-moi. Que te faut-il pour te plaire? Mais je t'en prie, ne m'en parle plus. Cette femme, le visage ensanglanté, les habits déchirés, pleurant, se tordant de rage à ses pieds, l'attendrit un moment. Que veux-tu, ma Marguerite? Pedrio, laisse pour maintenant, mais un jour, quand elle, tu m'entends, elle, quand elle m'aura tué par ses insultes, tu sais comme le lion de nuit midi rugit bien dans sa cage, tu sais avec quelle volupté il dévore la viande qu'on lui donne le soir? Eh bien, un jour, je te demanderai le même honneur. Qu'as-tu, voyons Marguerite, reviens à toi. Ce que j'ai, je suis jalouse. Ah, tu ne l'as jamais été, toi. Ce que j'ai, je suis folle peut-être, j'en sais rien. Mais je la hais et je t'aime. Chapitre 10. Il fait chaud. Le soleil darde ses rayons sur la route pleine de poussière et les pommiers qui les bordent ont leurs feuilles toutes brûlées. C'est par ces vigoureuses chaleurs du mois de juin qu'il est doux de se laisser balloter par le mouvement de la calèche, de s'abandonner à quelques rêves pleins de poésie. Tandis que les rideaux bleus des vasistas sont fermés et laissent passer cependant quelques petits nuages de poussière chassés par le vent et qui vient couvrir vos habits. Cela est vrai, mais tout le monde ne voyage pas en calèche et nos baladins dormaient alors dans leur carriole. Marguerite et Pedrio marchent à pied et causent tous deux. Le silence n'était alors interrompu que par le son de leur voix qui se faisait seul entendre au milieu de la campagne, par le pas des chevaux sur la poussière et par le bourdonnement d'une abeille qui bourdonnait autour de la cage du lion et l'empêchait de se livrer à ses rêves, car il en avait peut-être aussi, lui. Il pensait à son soleil d'Afrique, à sa tanière qu'il avait laissée bien loin, là-bas, dans d'autres pays. Il pensait à son vaste désert, à la lionne qui couchait avec lui sous l'ombre du palmier, et il mordait le bout de ses griffes avec mélancolie. Laissons-le penser à son bonheur d'autrefois, laissons-le rêver à ses joies brutales, et revenons aux peines de Marguerite. « Tu l'aimes donc bien ?» dit-elle tout à coup. « Bien oui, Marguerite. Pourquoi toujours le demander? Que lui trouves-tu de bien? » Tout. Mais tu m'ennuies, que veux-tu? La mort. Tu es folle. Peut-être. Tu es méchant. Je ne te demande pas l'amour, je ne te demande pas la pitié, mais je te demande la cause de cet amour, puis la mort après. Quant à la cause, je n'en suis rien, dit Pedrio d'un ton courroucé. Quant à la mort, je t'en prie, Marguerite, tu sais que l'homme a des accès de colère et la femme des accès de jalousie. En riant ironiquement. Oui, de jalousie, c'est-à-dire de haine. Je te demandais la cause de ton amour pour Isabellada. Eh bien moi, je vais te dire la cause de ma haine pour elle et pour toi. Marguerite prend garde. Non. La voilà la cause. Elle est belle. Je hais les belles parce que je suis laide. Tu l'aimes et je la hais. Je hais ce qu'on aime. Tu es heureux, toi. Je hais les heureux. Vous êtes riches et je hais les riches. Parce qu'on ne m'aime pas. Parce que je suis malheureuse et misérable. Pourquoi, hein, Pedrio? Pourquoi m'as-tu rejeté toujours comme quelque chose dont on a honte? Ah oui. Parce que tu craignais la risée publique. Eh bien, je te hais. Parce que j'aime ce que la société méprise, j'aime les baladins, moi, j'aime les filles de joie et celles du dernier rang, et je déteste ton Isabellada. Oh, si je pouvais, je l'écraserais sous mon pied. Avec quelle joie je piétinerais sur son corps, sur ses seins, sur sa tête, sur sa figure. Je la mangerais, je la dévorerais avec plaisir. Pedrio fit un geste de colère. Marguerite prend garde. Le lion est là dans sa cage, de grâce, fini. Pas un mot. Il fallait que tu fusses un homme sans pudeur et sans âme, pour me mépriser ainsi, pour bafouer, pour salir, pour traîner dans la boue cette pauvre Marguerite, qui t'aimait tant, qui s'était jetée dans tes bras, pleine de poésie et d'amour, et que tu as repoussé du pied comme un chien galeux qui veut lécher son maître. Marguerite, Marguerite, tu vas me faire quelque chose d'odieux, d'horrible.
encore, cette femme, elle avait des enfants. Et leur père les traitait sans pitié. Pas de pain quelquefois, et s'ils ne sont pas morts, c'est que Dieu a veillé sur eux. Le sanglier, la bête féroce, dévore quelquefois ses enfants, mais il ne les fait pas périr dans les agonies de la faim. Bien oui. Va, jette-moi si tu veux à ce lion. Je te demanderai ni secours ni pardon. Non, car si tu m'as abreuvé d'amertume, je t'empoisonnerai d'injures, d'insultes et de reproches. Écoute. Écoute, j'en ai encore à dire. Écoute que je dise encore une fois que je hais Isabellada. Ouais, je la déteste. Je voudrais la voir entre mes mains, l'écraser, la déchirer de mes ongles et plonger ma tête dans son sang, m'y désaltérer, en la replongeant encore. Le lion rugit dans sa cage, il fait sonner sa queue, il remue sa crinière et la gueule ouverte, il attend une femme que Pedrillo a dans les bras. Celui-ci ouvre la porte et la précipite. Déjà, le fier animal l'avait saisie, lorsque Isambard, survenu à ses rugissements, arracha Marguerite. Elle avait la poitrine déchirée, et ses mains portaient l'empreinte de ses griffes. Chapitre 11. Quelle est cette femme qui sort en chancelant de l'hôpital? Sa taille est grosse, ses cheveux rouges, son regard stupide. Un bonnet de dentelle avec des fleurs sales lui couvre la tête. Ses habits sont déchirés et son aspect est misérable et fait pitié. C'est une folle. Vous voyez bien que son rire est étrange, ses mots entrecoupés. Qu'elle court, qu'elle s'arrête, bien sûr c'est une folle. Ses mains et son visage ont des balafres, bien sûr. C'est Marguerite. Oui, c'est elle. Elle marcha ainsi pendant 2 jours, ne sachant où elle allait, sans avoir rien pris, rien ramassé, rien que la boue qu'on lui jetait en passant. Les gamins couraient après elle, et lorsqu'elle se détournait pour leur dire « Il fallait que vous soyez sans pudeur et sans âme », sa figure grimaçait. Son costume et ses fleurs sur le bonnet déchiré les faisaient rire, et ils l'accablaient de leurs huées et de leurs cris de dédain. Fatiguée, harassée, n'en pouvant plus, elle retomba presque évanouie sur le gazon d'un boulevard. Tout à coup, elle releva la tête, promena ses regards hébétés autour d'elle et s'écria d'une voix tonnante « Mes enfants, où sont-ils? Auguste, Ernesto, Guafa !» Un tilbury vient à passer. Une grande dame s'y carrait à son aise, son cachemire blanc tombait derrière jusque sur le siège du domestique. Les plumes blanches et noires de son chapeau s'agitaient avec grâce dans l'air. Son sourire était doux, sa taille fine. Elle paraissait heureuse. Elle avait des diamants, un équipage, des cachemires et des colliers d'or. Marguerite courut vers elle, s'accrocha au rayon de la voiture et avec des trépignements de colère. « N'est-ce pas assez d'infamie et d'injures sans venir arracher le linge qui couvrait nos plaies? C'est toi, Isabellada. Va, je te reconnais bien. C'est toujours cet air de courtisane, cette taille impudique. » Elle ne se trompait pas. Un jour qu'Isabellada dansait sur la place, un grand seigneur la vit, et depuis ce jour, elle devint sa dame de compagnie. « Quelle est cette femme ?» dit le monsieur qui était en tilbury. « Je ne sais. Une folle sans doute. Si je suis folle, peut-être. John, chassez-la. » Le domestique lui donna des coups de fouet sur le visage, mais elle restait toujours accrochée au rayon de la roue. « Non, je m'en irai pas, » disait-elle. « Écoute, écoute encore, si tu m'as abreuvé d'amertume, je peux t'empoisonner d'insultes, de reproches et d'outrages. »« La folle !» criait le peuple en courant après Marguerite. Elle s'arrêta, se frappa le front. « La mort !» dit-elle en riant. Et elle se dirigea à grands pas vers la Seine. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.